Bonsoir, merci à la commission d'endoscopie de m'avoir invité à parler de la vidéocapsule endoscopique. Je vais essayer de faire un peu assez rapidement parce que je crois qu'on est un peu en retard. Donc je vais rapidement commencer. Donc actuellement, la vidéocapsule endoscopique nous permet d'explorer le tube digestif du haut en bas. On peut faire aussi bien le tube digestif haut, le grêle ou le côlon. Avec l'exploration du tube digestif haut, donc on a maintenant des appareils qui sont assez performants, qui vont nous permettre de guider la vidéocapsule endoscopique dans l'estomac, et on pourra faire une gastroscopie en à peu près 15 à 20 minutes sans aucun souci. Bien sûr, on ne pourra pas faire des prélèvements, mais les prélèvements en général, étant donné qu'on les fait pour la recherche de l'Helicobacter pylori, on pourra faire un test respiratoire. C'est une très bonne technique que, je pense, va petit à petit prendre de la place dans nos unités d'endoscopie. La partie la plus grosse, c'est la vidéocapsule endoscopique dans l'intestin grêle. Bon, il y a des indications qui sont très très précises, qui sont très connues de longue date. L'idéal, c'est dans les saignements occultes ou manifestes. Dans ce type de patient, il faudra faire une vidéocapsule endoscopique, idéalement dans les 48 heures après l'apparition du saignement. C'est là où on obtient le plus grand taux de détection de lésions au niveau de l'intestin grêle. Dans les suspicions de l'intestin grêle, dans des anémies ferriprives, si la gastroscopie et la coloscopie sont normales, c'est la deuxième indication connue par tous. Et bon, là, on n'a pas besoin de le faire dans les 48 heures, mais ça nous apporte énormément d'informations et on pourra aller traiter ce type de lésion par d'autres techniques. Dans l'intestin grêle, après, on a la maladie de Crohn. Actuellement, les objectifs dans la maladie de Crohn, c'est d'essayer de faire en sorte que nos patients soient complètement exempts de maladie. Bien que c'est une maladie chronique, on va chercher à faire disparaître les symptômes, on va chercher à améliorer la qualité de vie et on va aussi essayer de faire en sorte que la muqueuse du tube digestif soit complètement guérie. C'est l'objectif de Treat to Target. On sait très bien que la vidéocapsule endoscopique a un impact pronostic sur ce type de malade. La présence de lésions de l'intestin grêle sur la partie proximale montre que la maladie est plus sévère. Donc à partir de ce moment-là, il faut optimiser très rapidement les traitements pour éviter que ces malades rentrent dans des phases plus compliquées. Et on a aussi démontré que la vidéocapsule endoscopique était plus performante que l'imagerie de coupe, le scanner, l'IRM, dans la détection des lésions, bien que l'imagerie de coupe puisse nous permettre de savoir s'il y a une lésion transmurale, ce que la capsule endoscopique ne va pas pouvoir nous dire. Quand est-ce qu'on va faire une vidéocapsule endoscopique de l'intestin grêle? Bien sûr, dans les patients qui ont une suspicion de maladie de Crohn, avec une œsogastroduodénoscopie et une coloscopie normale. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va chercher des lésions élémentaires. Donc, dans les lésions élémentaires, vous avez des érosions, des érythèmes, des ulcères, les sténoses. Et on peut faire un diagnostic de maladie de Crohn juste avec une vidéocapsule endoscopique si on obtient 3 lésions, 3 ulcérations dans l'examen qu'on réalise. Bien sûr, pour pouvoir dire si la maladie est active ou pas, il faut faire des scores. Donc un premier score a été créé, c'était le score de Lewis, vous le voyez ici, c'est assez complexe, mais il est assez parlant. Si on a des patients qui ont un taux inférieur à 135 points, on va dire que c'est une maladie qui est inactive. Entre 135 et 790, c'est une maladie minime. Et plus de 790, c'est une maladie modérée à sévère. Et ce score, qui est un peu compliqué, a été simplifié par le score de CEDAIS, Capsule Endoscopic Crohn Disease Activity Index. Et c'est aussi un par système de points. C'est de 0 à 36 points. Et on a corrélé les deux systèmes
de score. Et quand on a un score de 3,8 à 5,8, on dit que c'est une maladie moyenne. Moins de 3,8, c'est minime. Et plus de 5,8, c'est une maladie sévère. Mais en effet, ces deux scores qui existent, qui sont assez fiables, ne sont pas vraiment utilisés par la plupart des gastroentérologues qui font de la vidéocapsule endoscopique. On se fie vraiment à ce qu'on voit et c'est quand même assez fiable. Quand est-ce qu'on va faire une vidéocapsule endoscopique de l'intestin grêle chez un patient avec une maladie de Crohn? La première chose, il faut penser, c'est que ces patients ont des risques d'avoir des sténoses de l'intestin grêle. Donc il faut s'assurer absolument de la perméabilité de l'intestin grêle en utilisant la capsule Patency. C'est une capsule biodégradable qui contient un petit élément métallique à l'intérieur et qui, si la capsule est bloquée au niveau de l'intestin, la carapace va se désagréger et va permettre de passer l'élément métallique. Cet élément métallique peut être contrôlé radiologiquement. Donc, si la capsule stagne avec des radiologies qui sont faites, un ASP tout simplement, on pourra dire on ne peut pas faire une vidéocapsule endoscopique. Après, est-ce qu'il faut préparer les patients? Est-ce qu'il faut leur faire une préparation colique en vue d'une vidéocapsule endoscopique du grêle pour déterminer s'il y a des lésions? C'est quelque chose qui est très controversé. On sait très bien que si on prépare les intestins, on voit quand même beaucoup mieux la partie distale de l'intestin grêle, mais il faut savoir que les préparations peuvent aussi produire des érosions et des zones érythémateuses pouvant faire suspecter de lésions de maladie de Crohn. Et dans les perspectives de la maladie de Crohn, bien sûr, il y a à nouveau l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui va se développer et dont je vais vous en parler un peu plus longtemps après. Après, pour les syndromes polyposiques, est-ce qu'il faut faire systématiquement une vidéocapsule endoscopique? Alors, on a les PAF. Les PAF ne sont pas... ce sont notamment des lésions qui se localisent au niveau du côlon et éventuellement de l'intestin grêle proximal. Donc, une vidéocapsule endoscopique n'est vraiment pas indiquée de principe. Dans les patients qui ont des Peuch-Jeghers, donc la capsule est indiquée, notamment pour nous déterminer la taille des polypes et déterminer s'il y a lieu ou pas d'aller réaliser une résection endoscopique de ces polypes. Et on peut réaliser ces capsules à partir de l'âge de 8 ans pour surveiller les patients. La polypose juvénile, rarement des polypes au-delà de l'angle de Treitz. En général, on peut très bien les contrôler avec une gastroscopie. Les tumeurs de l'intestin grêle, c'est une pathologie qui existe, c'est rare, et ça mérite une exploration par vidéocapsule endoscopique, rechercher des adénocarcinomes, rechercher des tumeurs neuroendocrines, ça peut nous aider pour le diagnostic. Dans la maladie cœliaque, la vidéocapsule endoscopique n'est pas indiquée de principe. La vidéocapsule colique, c'est un examen qui est intéressant. En France, il n'y a que 2 indications. S'il y a une contre-indication absolue à la réalisation d'une coloscopie, quelle que soit la raison, ou bien si on réalise une coloscopie dans de très bonnes conditions et que celle-ci est incomplète, à ce moment-là, on peut réaliser la capsule colique. Bien sûr, on peut réaliser la capsule colique à n'importe qui, mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Quel matériel? Bon, maintenant, il y a une pléthore de matériel, donc... historiquement, on a la capsule Given Imaging. C'est une capsule qui a évolué dans le temps, qui permet de prendre entre 1 et 20 images par seconde. Les images sont transférées par radiofréquence. Après, on a eu à un moment donné une capsule d'Olympus. Elle a été retirée du marché. À une capsule Mirocam très peu représentée en France. Et on a 3 capsules asiatiques qui sont arrivées récemment dans le marché. Homom, Capsocam. Bon, Capsocam, c'est un peu plus long, mais elle a une image qui est un peu différente. C'est des images radiaires et c'est pas... c'est une capsule qui a la caractéristique de prendre des images avec une caméra circulaire
et d'autre part, garde les images à l'intérieur de la capsule et il faut la récupérer. Et la capsule en cône qui ressemble énormément à la capsule Hommand. Ce type de matériel évolue, donc ça devient plus écologique. L'objectif, c'est de faire disparaître les aimants, diminuer les emballages, miniaturisation de la capsule et avoir le contrôle magnétique. Ce qui est intéressant, c'est dans les logiciels de lecture. On connaissait déjà la détection de signes rouges, la diminution des images identiques avec la capsule de Given Imaging qui arrivait à diminuer d'à peu près 10 à 15% le nombre d'images. Et on voit apparaître actuellement avec les nouvelles capsules l'intelligence artificielle. Donc une intelligence artificielle qui va nous permettre de détecter, de regarder, de visualiser en un temps très court des images planes, des angiectasies, des taches rouges et des anomalies vileuses. Elle va aussi nous permettre de retrouver des lésions surélevées, comme des lésions veineuses, des lésions nodulaires, des lésions tumorales ou même des polypes. Et elle va nous permettre aussi de détecter des ulcérations, des érosions et des aftes. Bien sûr, elles peuvent aussi nous détecter la présence de sang ou de parasites. Et l'avenir, l'avenir, c'est une capsule qui peut éventuellement donner un traitement. Ça a été communiqué en Nature. C'est une capsule avec multiples pales qui va se déployer et qui va finalement pouvoir traiter, faire de l'électrocoagulation d'une malformation artério-veineuse. Merci. J'espère avoir été assez rapide et essayer de gagner un peu de temps. Parfait. Merci beaucoup, Isaac. Est-ce qu'il y a peut-être la place pour une question ? Moi, j'avais une question, Isaac. Quand est-ce qu'on va arrêter, nous, de lire les capsules ? Je pense que ça ne va pas tarder. C'est-à-dire, on ne va pas arrêter de lire les capsules, on va voir les images relevantes. L'intelligence artificielle, comme tu l'as vu, on a plusieurs firmes qui s'y intéressent et ça devient de plus en plus intéressant. C'est comme l'intelligence artificielle dans la coloscopie, c'est exactement la même chose. Ce sont des machines qui vont... Il y a quelque chose qui s'appelle le deep learning. Au fur et à mesure que les capsules, que les logiciels vont intégrer ces images, ils vont être de plus en plus performants et, in fine, toi, quand tu vas voir la capsule, tu vas regarder les images qui sont relevantes et va dire « ce patient, il faut faire quelque chose, ce patient, il ne faut rien faire ». Et ça va te prendre 5 minutes. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut pas se passer d'une lecture humaine. Il n'y a pas encore de dispositif assez évolué. Si, les dispositifs... Par expérience, moi j'utilise 4 des systèmes de capsules et je veux te dire qu'avec l'intelligence artificielle, le temps de lecture diminue de 15-20 minutes à 5 minutes. Juste une question très ponctuelle. Côté écologique, je crois qu'il y a une seule capsule qui est recyclée dans tous les modèles, que tous les autres, ça part dans les toilettes et ça revient dans l'eau du robinet après, quoi. Bon, elles sont recyclées. C'est très polluant, très polluant. Oui. Il y a une seule capsule qui est récupérée et qui doit être récupérée pour pouvoir la lire. Ça ne veut pas dire qu'elle est recyclée. Donc, tu as 2 possibilités. Soit tu envoies la capsule au fabricant et c'est lui qui dit qu'il la recycle, mais on ne sait pas ce qui se passe. Sinon, les autres, en effet, elles partent dans les toilettes. Ce n'est pas recyclable, d'une part. Et d'autre part, il y a les aimants qui sont intégrés dans les boîtes des capsules et qui ne sont pas non plus recyclés en général. Moi, je les garde, mais en général, les gens les jettent. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Isaac, pour ta présentation. On va passer du coup à la suite au symposium avec Bertrand qui va...